Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes mardi, c'est l'heure du foot sournois, bienvenue au 6 mètres. Toute l'actu du ballon rond décryptée pendant 20 minutes avec nos deux spécialistes ce soir. Des petits nouveaux parce que le marché des transferts ne s'arrête jamais dans cette émission. Denis Grandjeau, correspondant à Bordeaux, journaliste de la radio RTL. Bonsoir Denis. Bonsoir Nicolas. Merci d'être présent ce soir à vos côtés. Louis Fabre, journaliste à cette revue, il va nous la montrer, qui s'appelle Caviar, revue très intéressante. On va en parler sur les coulisses au sens très large du football, un autre regard sur le foot. Voici les thèmes de cette émission. Messieurs, quel avenir pour les Girondins de Bordeaux, 13e de Ligue 1, 2 jours après la surréaliste sortie de Jean-Louis Gasset sur son avenir la saison prochaine. À la veille des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le Basque Didier Deschamps est-il le meilleur sélectionneur français de l'histoire? Vous allez tout nous dire. Nous parlerons également de caviar, du caviar dans le ballon. Gros plan sur cette nouvelle revue au regard plutôt décalé et très large sur le monde du ballon rond. Et enfin, Marius Trésor, la biographie d'une légende. Son auteur, Denis Grandjeau, est avec nous ce soir. Il nous dira tout au-delà de mes rêves. C'est le titre. Titre de la biographie de Marius Trésor, une légende du football français. On commence, si vous voulez, messieurs, par les Girondins de Bordeaux, l'actu de la Ligue 1. Bordeaux, c'était avant-hier, battu à Montpellier. Des Girondins, toujours aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? Désespérant? Je dirais catastrophique. Je dirais malheureusement catastrophique. Je dirais, voilà, c'est des choses comme ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Louis, mais moi, pour l'instant, c'est voilà, pour mon teaser, c'est ça. Plutôt déprimant, oui. C'est sûr que pas beaucoup de joie dans ce club en ce moment. Par Weijio Wang qui continue un peu d'enchaîner les buts. Je peux dire déjà que je ne suis pas d'accord. Laissez Louis s'exprimer, Denis, s'il vous plaît. Le seul attaquant qui réussit à marquer. Après, non, en dehors de ça, c'est le marasme plutôt généralisé. Ouais. Juste, je précise pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que pour moi, Wang, super joueur, vraiment. Mais le problème, c'est que ses buts ne servent à rien. C'est le seul joueur, je pense, un des rares de Ligue 1. C'est sa faute. Non, c'est pas sa faute, mais c'est-à-dire qu'il marque des buts, mais c'est, comme on dit dans la cour de récré pour les enfants, pour de faux, en fait. Parce que quand il peut marquer, notamment lors du dernier match dimanche, il peut marquer un deuxième but. Il peut tout changer à Montpellier, son ballon passe 15 mètres dessus. Donc à quoi ça sert qu'il ait marqué le premier? Pareil pour Lille. Pour Lille, il a la balle de 2-0. Il a vendange. Et en plus, j'adore les vendanges, donc c'est pas le bon terme. Je pense que c'est pas bon du tout ça. Malgré Wang, ou avec Wang, au choix, est-ce que Bordeaux est en danger, là? 7 points d'avance sur le 18e, il reste 9 ou 10 journées, je ne sais plus d'ailleurs. Est-ce que Bordeaux est en danger pour le maintien ou pas, Louis? Il y a aussi 8 points de retard, il me semble, sur la 6e place. Donc c'est un ventre mou assez large et vaste. Donc certes, il pourrait descendre, mais je n'y crois pas non plus. Il pourrait non plus pas accrocher l'Europe, donc je pense que ça va finir un classement moyen, comme depuis plusieurs années maintenant. Alors l'avantage de Bordeaux, c'est que même quand sur le terrain il ne se passe pas grand-chose en coulisses, ça s'agite beaucoup. On va revenir sur cette sortie de Jean-Louis Gasset qui a soufflé sur les braises un petit peu vendredi en conférence de presse d'avant-match, alors que la question portait sur l'avenir d'Hatem Ben Arfa, il se l'est approprié, en tout cas il a approprié la réponse en disant qu'il ne savait pas de quoi serait fait son avenir. Et avec cette phrase, on m'a menti. Quand on a parlé des moyens de Bordeaux, c'est quand même énorme comme phrase de Denis Grandjeau, non? Mais surtout qu'il ne dit pas qui lui a menti. Le problème que j'ai, encore une fois, avec ce club, c'est qu'on ne sait pas qui dit quoi, on ne sait pas pourquoi il le dit. Et au niveau de la rhétorique, ça me pose un problème parce que qui lui a menti? Est-ce que ce sont les dirigeants qui l'ont dit On imagine. Non, mais ils ne savaient pas qu'en arrivant, ça allait être compliqué. Je ne comprends pas bien. Je n'ai pas compris, moi, cette sortie, personnellement. Ce n'est pas clair. Tout comme, d'ailleurs, n'étaient pas clairs les propos de Laurent Koscielny par rapport à Ben Arfa. C'est dit sans être dit, je trouve qu'il manque quelque chose, il manque de clarté, il manque de transparence dans ce club, mais c'est pas nouveau. Est-ce que c'était le bon moment pour faire ce genre de sortie d'un entraîneur, alors que le maintien n'est toujours pas assuré, même si vous êtes plutôt optimiste pour Bordeaux? Il reste encore 2 mois de saison. Est-ce que c'était le moment pour faire une sortie comme ça, ou Jean-Louis Gasset, tout simplement à bout de nerfs, il en a marre d'être éventuellement le bouc émissaire des mauvais résultats? C'est jamais un bon moment pour faire une telle sortie. Après, Jean-Louis Gasset apparaît assez libre dans ses propos. De toute façon, la situation est très compliquée pour le club. Il va falloir espérer attendre une fin de saison pour attendre autre chose du club l'année prochaine. Alors, il y a la fin de saison. Oui, je peux juste prolonger par rapport à ce que dit Louis. Bien sûr. Quand on regarde, j'ai pas tout en tête, mais les matchs qui restent à faire pour Bordeaux, ils ont du Monaco, ils ont du Saint-Etienne, ça va être un peu le match de la Muerte, ils ont des matchs comme ça, ils ont Strasbourg le plus près de nous. Prochain match, Strasbourg, le 4 Moi, avril. je me demande, comment, vu l'état des troupes, vu l'état de leur football, quel match ils pourront gagner sur les 8 derniers. Je vois pas. Je vois quasiment pas, donc j'espère me tromper, mais ça va être très compliqué pour trouver des points là. Alors Bordeaux qui a besoin a priori de 2 victoires, quoi qu'on ne sait jamais, trop heureux pour être complètement assuré de son maintien. Bordeaux en mauvaise situation financière également. Au 30 juin, déficit, on a déjà parlé ici, de 65 à 80 millions d'euros. Alors la crise sanitaire explique en partie, mais pas simplement. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet pour l'avenir à court terme de ce club? Tout à fait, oui. Économiquement, c'est compliqué. Il y a eu la vente de Josh Maja au mercato d'hiver qui pourrait rapporter quelques 10 millions d'euros.
Après, en dehors de ça, on ne voit pas de grande valeur marchande chez les Girondins actuellement. Ben Arfa, qui est un des joueurs phares, qui sera sûrement libre l'été prochain. C'est compliqué pour Bordeaux, là. Vous êtes inquiet de Denis Grandjou aussi ou pas? Moi, je suis inquiet. Alors, Pour l'avenir à court terme du club, Ouais, parce que là, ça court dépasse terme. le terrain. Économiquement, c'est vrai que c'est forcément très important, mais je suis très inquiet surtout pour ce que représente le club. Ce club, et je crois qu'ils s'en aperçoivent pas, parce que je pense qu'ils sont totalement hors sol. Ce club est en train de mourir à petit feu dans l'indifférence, c'est ça le pire, dans l'indifférence générale. Le foot, c'est normalement quelque chose, c'est vecteur de passion, sans doute exacerbé, sans doute c'est trop, mais il y a quelque chose. Bordeaux, vous parlez de Bordeaux, enfin plus personne ne parle de Bordeaux. Ils ont changé le logo. Pourquoi? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Et voilà, ils pensent qu'en faisant ça, ça va faire parler. Mais c'est faux. Je pense qu'ils ont tout faux depuis le début. Voilà. Et je suis très inquiet pour cette image du club qui est en train d'être totalement, dévalorisée. Bordeaux-Strasbourg, prochaine journée de Ligue 1, ça sera le 4 avril, le dimanche, pas ce week-end, parce qu'il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde de Bordeaux qui devra encore assurer son maintien. On va enchaîner avec le deuxième thème de cette émission, sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ça commence dès demain soir à domicile, France-Ukraine. Cette question pour vous, messieurs, Didier Deschamps, le Bayonnais, est-il le meilleur sélectionneur français de l'histoire? Je pense qu'il est en train de le devenir. Son œuvre n'est pas achevée, donc on ne peut encore rien dire. Il pourrait rapporter un bel Euro cet été. Il a déjà fait beaucoup pour la sélection nationale. Après sa carrière de joueur, il est en train de construire quelque chose de grand, oui, en tout cas. Oui, de toute façon, ça va devenir une icône. On ne peut plus rien dire sur Didier Deschamps. Il a tout gagné en club. Il a tout gagné avec l'équipe de France. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si quelqu'un ose dire, ouais, bof. Il a le débat avec Benzema, pas Benzema, voilà. Avec le jeu qui n'est pas forcément flamboyant. Non, mais le seul écueil, le seul caillou dans sa chaussure, je pense que c'est ça. C'est cette gestion du cas Benzema qui est quand même magnifique dans son club, qui est totalement persona non grata, j'allais dire à Bordeaux, non, pas du tout, en équipe de France. Non, voilà. Après, il a tout gagné. Pour les fameuses histoires de l'affaire Valbuena. Il est là depuis longtemps, c'est celui qui est en poste depuis le plus longtemps. Il a tout gagné. Il peut encore tout gagner. Il a une équipe de folie. Puis il a la chance d'avoir ce joyeux. Il a Mbappé. Il peut avoir Mbappé, ça y est, c'est fini. Non, je crois qu'il est énorme, Deschamps. Est-ce que la France a besoin de Benzema? Oui. C'est une question épineuse. On parle du terrain simplement, on ne parle pas de l'image, du contexte passionné qui entoure le cas Karim Benzema sur le terrain. Benzema est en train de faire une saison fantastique, il est en train d'enchaîner énormément depuis le départ de Cristiano Ronaldo du Real. Il est en train de prouver qu'il aurait totalement sa place dans cette équipe. Après, voilà, Deschamps fait ses choix, il l'a répété depuis de nombreuses années maintenant. Le groupe a réussi sans lui. Une question compliquée, mais en tout cas, Olivier Giroud fait le taf devant. Oui, mais c'est ça, moi je suis d'accord. Il y a Olivier Giroud qui est le gendre idéal. Bon, voilà. Non, mais ouais, qui marque beaucoup. Qui marque des buts, qui est toujours là quand il faut. Il est nickel au niveau de l'état d'esprit. Bon, voilà, c'est dommage. Mais ça serait intéressant d'avoir. Je voudrais bien avoir un jour l'avis vraiment profond de Didier Deschamps là-dessus, parce qu'il n'a jamais vraiment expliqué le comment du pourquoi. Donc, ça, j'espère qu'un jour on pourra savoir. Allez, on va quitter un petit peu le terrain. On rappelle juste que la France, ça sera à l'Euro au mois de juin avec un groupe assez difficile, avec l'Allemagne et le Portugal. On verra si la France peut aller loin et faire aussi bien, pourquoi pas, qu'il y a 5 ans, où les Bleus étaient en finale de l'Euro. Le troisième thème de cette émission, c'est le caviar. Alors évidemment pas les fameux petits œufs d'Esturgeon, que vous connaissez bien, Denis Grandjou, mais cette revue dans laquelle vous écrivez, Louis Fabre. Caviar, qu'est-ce que c'est exactement ? Caviar, c'est un magazine sociétal sur la culture foot. Donc voilà, on a voulu créer ce magazine il y a maintenant 1 an et demi avec des amis de Sciences Po Aix à la base, qui s'est progressivement nationalisé. On est étudiants, la vingtaine, dans toute la France aujourd'hui. Et on a voulu créer ce magazine parce qu'on n'avait rien aujourd'hui dans la presse écrite qui correspondait à ce qu'on voulait. Vous pouvez le prendre et le montrer si vous voulez. Oui, voilà. J'ai l'occasion de parler de votre magazine qui est assez passionnant. Voilà, notre dernière édition qui est sur le thème du foot et de la science. Donc voilà, à chaque fois on essaie d'associer un thème à notre sport chéri, le football, pour aller sur d'autres terrains, notamment plus sociaux et sociétaux. Je vais faire réagir Denis Grandjou juste après, mais foot et science, c'est-à-dire quel parallèle vous faites ? Foot et sciences, eh bien, l'essor des statistiques aujourd'hui dans le football. On voit la place que ça prend dans le recrutement notamment. On a eu Ted Hudson, qui est un recruteur de Brentford en Angleterre notamment, qui s'appuie sur les statistiques pour recruter des bons joueurs. Cédric Villani est venu nous parler de sa passion pour le ping-pong, mais également pour le football. Christian Gourcuff, ancien professeur de mathématiques et autres, voilà, sont au rendez-vous de caviar.
Une écoute très attentive, hein, Denis Grandjeau, sur cette revue. Oui, parce que juste avant, on a un petit peu discuté avec Louis. J'ai découvert ce magazine. Déjà, le titre, je le trouve génial, parce que le caviar, c'est souvent ce qu'on dit pour les passes, c'est ça. Il y a un compte Twitter aussi, comme on voit bien il évidemment. passe caviar, mais j'aime ces articles au long cours qui changent un petit peu des articles un peu trop, à mon avis, chirurgicaux sur la tactique. Bon, Louis m'a dit, on en fait aussi, mais c'est pas le fond en fait du magazine. Et je pense que c'est vraiment passionnant. J'adore ces magazines qui sont bien faits, bien écrits, joliment illustrés. J'adore la une avec plein de trucs. Parce que souvent, quand on écoute un peu les entraîneurs, on a l'impression qu'ils font des formules mathématiques, des trucs de fou. Enfin, à Bordeaux, je ne sais pas s'ils le font, ça ne va pas marcher. Mais j'aime bien cette une avec ce tableau, tout ça, c'est sympa. Le foot au carrefour de tous les sujets. Vous avez déjà fait un numéro il y a quelques mois sur le football et diplomatie internationale. C'est-à-dire, il y a le football et autour, il y a tout. La politique, l'économie, les sciences, la culture, la musique, pourquoi pas, un peu tout. Le foot est au centre de l'humanité. Voilà une question. Au centre de l'humanité, au centre de la société, en tout cas. Dans la société, oui. Il est totalement inséré dans la société. Il en révèle les failles et aussi les beautés parfois, hein, mais on sait bien que les sexismes, l'homophobie, le racisme font totalement partie du sport. Mais il n'y a pas que ça, et bien évidemment, c'est ce qu'on essaye de raconter dans ce magazine. On a fait une édition sur le foot rural également, la mode, la littérature, désormais la science. Et il en reste bien d'autres encore, bien d'autres thèmes à explorer encore. Donc voilà. Trop d'importance au foot ou pas ? Je ne parle pas de la revue de Caviar, qui est une très très belle revue, mais est-ce qu'il y a trop d'importance donnée au football aujourd'hui, au carrefour de la société, comme vient de le dire Louis ? Ce qui va être intéressant, je pense, c'est comment on va sortir de ce marasme, de la crise sanitaire, ce marasme, enfin voilà, on est tous dans la galère, tous à attendre, tous à douter, tous à aimer le foot et tous à le regarder à la télé. On ne peut pas le vivre, on ne peut pas vivre. On parlait avec lui, juste un peu avant l'émission justement, de la fièvre qu'il y a dans les stades, parce que bon voilà, c'est quelque chose qui est incroyable. Moi, le foot permet quand même que le temps s'arrête. Alors c'est vrai qu'il y a des scories horribles, j'espère que ça va s'atténuer et disparaître, le racisme, l'homophobie, tout ça, mais ce moment de partage dans un stade de foot, franchement, c'est compliqué de trouver plus intense, plus puissant dans un collectif comme ça. Donc j'espère que ça, on va le revivre, mais bon, là, pour l'instant, je suis un peu inquiet moi, de la tournure que prennent les événements. Le reflet parfait de la société, le foot, ça l'a toujours été, et aujourd'hui plus que jamais, ou pas ? Avec ses avantages et ses inconvénients. C'est des dérives aussi, bien qu'on connaît évidemment. C'est des dérives aussi, oui, mais après, je ne pense pas que ce soit plus exacerbé aujourd'hui qu'avant. C'est juste que, voilà, nous, on s'attache à le montrer aujourd'hui, parce que ça n'existait pas. Et voilà, il y a plein de choses à faire sur ce thème-là. Nous, on prend un réel plaisir à faire ça en parallèle de nos études également, parce qu'on est globalement vous êtes étudiant, tous étudiants. Voilà. Mais vous êtes journaliste, vous écrivez, donc vous êtes journaliste. Moi, je suis étudiant ici à Sciences Po Bordeaux, en master. On essaie de développer tout ça en parallèle et pour trouver notre place dans ce monde de la presse écrite qui reste très compliqué aujourd'hui. Mais justement, c'est un challenge incroyable de lancer une revue dans le contexte économique qu'on connaît. On a toujours l'idée de dire attention, ça ne marchera pas, c'est compliqué. Si, ça peut marcher, la preuve. Non, c'est ça, oui. Et puis dans ce contexte aussi très morose pour les jeunes, hein, on n'oublie pas, nous, certes, on a de la chance de faire ça, on a un projet qui nous tient, qui nous porte, mais voilà, c'est aussi beau de pouvoir faire ça dans ce contexte compliqué. Puis on est quand même les seuls en France, enfin, quand on regarde ailleurs, que ce soit en Italie ou en Espagne, ils ont tous, on va dire, vraiment un grand choix de journaux de sport. Nous, on en a un quotidien. Et ça paraît normal à tout le monde. Voilà. Et puis après, on a quelques petits mags, voilà. Mais c'est pour ça que je trouve que plus l'offre va être importante, peut-être plus les gens aussi vont... Et je trouve ça super courageux, donc bravo. Mais ça permet d'avoir un autre regard sur le foot aussi. Ah ben oui. Qui n'est pas qu'un sport à 11 contre 11 et commenté par des demeurés. Non, mais c'est une question, parfois, c'est les clichés du football. On dit le football, voilà, ça réfléchit pas beaucoup, voilà, non. Exactement. Vous combattez les clichés, vous aussi, en travaillant comme ça. Exactement, le cliché d'un sport de bof, tout ça, c'est quelque chose qu'on veut combattre. Voilà, le sport, oui, ça a ses failles, mais ça a aussi plein d'autres choses à emporter et surtout des choses à analyser. Voilà, c'est une réflexion qui peut être intellectuelle sur le football. Ouais. Foot et science, c'est le numéro qui vient de sortir. Vous pouvez le montrer, hein. Si vous voulez, allez-y. Bien devant vous, qu'on voit bien cette revue Caviar, donc qui est présente en papier et qui est aussi un site internet pour aller voir le foot autrement. Exactement. Ça passe décisive pour voir le foot autrement, le Caviar, tout bon. Vous restez avec nous, Louis, parce qu'on va parler également d'un autre objet littéraire, je ne sais pas si on va appeler ça comme ça, d'un livre après la revue, le livre, le Goncourt, qui va bientôt sortir. Il s'agit d'une biographie de Marius Trésor. Denis Grandjeau, vous en êtes l'auteur de cette bio d'une des légendes vraiment du football international. Ce n'est pas parce que l'homme est ultra sympathique. Marius Trésor, au-delà de mes rêves, c'était un joueur immense. Pourquoi un tel projet, Denis ? Déjà, je suis très content parce que c'est la toute première fois qu'on parle, mais vraiment, c'est maintenant là, qu'on parle de ce livre-là, de ce projet qui est né pendant le confinement, en fait. Ça fait longtemps que je bataille avec Marius, que j'ai la chance de croiser, qu'on a la chance de croiser depuis un petit moment, et ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire sur lui. Et puis il m'a dit, allez, vas-y, ok, je pense qu'au bout d'un moment... Parce qu'il est pudique, hein, Marius, quand même. Il est très pudique, et du coup, il m'a vraiment ouvert, son livre, sa mémoire, qui était incroyable.
Mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que vraiment, chaque fois, il me racontait des choses. Bon, on se voyait, ou alors on le faisait en FaceTime, etc. J'ai dit non, c'est pas vrai, Marius, ça c'est pas vrai. Mais il se rappelle de trucs. Il en a oublié certains parce qu'il a 72 ans aujourd'hui. Il a commencé sa carrière en 1968. Et on lui souhaite un bel anniversaire. Ouais. Et donc, enfin, il n'a pas aujourd'hui. Mais non, on lui souhaite parce que c'est récemment. Mais c'est incroyable. Il se rappelle de matchs, il se rappelle d'actions, quasiment des minutes. Et puis ce football des années 70, c'est magique. Il y a vraiment, je pense que les gens vont découvrir des choses incroyables. Et puis il y a un long chapitre sur 82. Le traumatisme pour éternel toute une génération. Je suis content que Louis l'ait pas connu, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui, à mon avis, et pour Marius aussi, a fabriqué quelque chose derrière, parce que derrière, il y a l'Euro 84. Il y a toute une génération. Ce livre, c'est une tribu aussi. J'ai eu la chance d'avoir des coups de fil de Platini, de Bernard Lacombe, de tous ses amis, en fait, qui m'ont tous parlé de lui. Et puis lui, il me racontait aussi ça. Non, mais c'est vraiment. Enfin, je pense que les gens vont. C'est un voyage dans le temps, quoi. Il a eu un bel hommage l'an dernier lors de Bordeaux-Marseille, ici au Stade Matmut Atlantique, les deux clubs de sa vie, Bordeaux et Marseille. Marius Trésor qui a aussi joué à Ajaccio. Et Ajaccio, voilà. Qui a aussi joué à Ajaccio. Avant d'arriver sur le continent, Louis. Marius Trésor, évidemment, vous ne l'avez pas connu comme joueur, mais ce n'est pas pour ça que vous ne savez pas qui il est. La mémoire du football, c'est ça aussi. Quel regard vous portez sur cet immense joueur qui était Marius Trésor? Immense joueur, qui a, comme on en parlait tout à l'heure, il n'a passé que 4 ans à Bordeaux en tant que joueur, mais il aura marqué ce club par tout ce qu'il a apporté ensuite. Marius Trésor, c'est une autre époque, un autre temps, mais un défenseur infatigable de ce que j'en connais. Je l'ai également vu chanter une belle chanson. Sacré Marius. Voilà. Je raconte aussi la coulisse de cette chanson, c'est incroyable aussi. C'est un chapitre qui est un peu fou. Voilà, c'est excellent. C'est un autre temps peut-être, et on aimerait peut-être que les joueurs aujourd'hui se livrent plus de cette façon. Il a l'air très sympathique, donc vraiment à lire. C'est une génération, alors sans tomber dans les clichés, qui était plus accessible parce que le monde était différent aussi, le monde médiatique autour d'eux. Ah oui, c'est Marius d'ailleurs aujourd'hui n'en revient pas. Il m'a dit si jamais à l'époque il y avait eu ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y aurait eu vraiment plus, ça aurait été un peu plus compliqué, mais c'était une autre époque où le foot n'était pas tout à fait le même non plus. L'équipe de France, il a joué 65 fois en équipe de France. C'était pas des matchs comme tout le temps comme aujourd'hui. C'était des matchs, ils en jouaient 6-7 par an maxi, quoi. Donc c'était vraiment un autre 63 sélections, Marius Trésor. Ouais, l'argent n'était pas non plus, même s'il était présent, c'était pas aussi fort. Non, c'est une autre époque. Moi, je pense que c'est un peu le côté romantique, en fait, le côté un peu comme ça, un peu chevaleresque d'un football, même s'il y avait des trucs. On aborde quand même le côté racisme, on aborde pas mal de choses avec Marius, il n'y a vraiment aucun tabou. Il en a souffert un peu, Marius Trésor, du racisme? Non, en fait, curieusement, non. Enfin, curieusement, je ne sais pas si on peut dire curieusement, mais une fois, en fait, il jouait à Ajaccio au tout début de sa carrière. Je vais un peu spoiler sur le livre, mais un des premiers déplacements, il avait quitté sa Guadeloupe natale quelques mois auparavant. Il se retrouve à Angoulême, en plein hiver, et là, il entend tu sais que tu es bronzé, toi, par l'attaquant. Et là, Marius est allé le voir, et il a ri au nez en lui disant « Oui, je sais, ma mère me le dit souvent. » Il s'en est sorti comme ça. Et en fait, avec intelligence, toujours. Avec intelligence et sourire. Et ça, c'est Marius. Et en fait, tout le livre, c'est ça. C'est cette espèce de légèreté, d'humour. Et puis en même temps, il nous raconte son amour pour la musique. Bon, la musique antillaise, mais aussi le reggae, la soul américaine. Ça a marqué Louis, d'ailleurs, la chanson. Non, Sacré Marius. C'est Sacré Marius. Ça, c'est un gros chapitre aussi. C'est une étrange aventure. Il sort quand, ce livre, Denis Grandjou? Au mois de mai. On attend. Au mois de mai. Donc voilà. Puis Marius viendra en parler, de toute façon. Marius Trésor en un mot. Difficile la question. En un seul mot. Marius Trésor en un seul mot. Généreux. Ça va, ça? Ouais, c'est bien. Non, c'est bien. Oui. Historique. C'est pas mal aussi. Quelle place il aurait aujourd'hui dans le foot français? Peut-être que ce serait un défenseur engagé, je sais pas. Il aurait un rôle charnière dans la charnière française, assurément. Avec un défenseur rugueux, Marius Trésor, aux côtés d'un Varane, ça fonctionnerait très bien, je pense. Il adore Varane d'ailleurs. Donc voilà, tout va bien. Il se régalerait, Marius Trésor, un peu là aujourd'hui. Ouais, alors, il y a le seul truc qui l'énerverait profondément, je pense qu'il irait faire la musique. Il supporte pas les joueurs qui se jettent en l'air dès qu'ils sont un peu taclés, parce qu'il dit non, mais là, nous, à notre époque, quand il tombait, c'est qu'il y avait eu un truc. Là, maintenant, il tombe, il y a un coup de vent, il tombe. Donc voilà, c'est une autre façon de voir le foot. Ouais. Merci beaucoup, Denis Grandjou, d'être venu sur ce plateau. Merci. Nous parler, entre autres, du livre que vous consacrez à Marius Trésor, qui va sortir au mois de mai. Marius Trésor, une légende du football français, qui a joué notamment au Girondins de Bordeaux. Merci beaucoup, Denis Grandjou, journaliste RTL, aussi dans la région, correspondant à Bordeaux. Merci, Louis Fabre, d'être venu. Et puis, encore le temps pour montrer devant vous cette formidable revue Caviar. Un autre regard sur le football, un regard un peu décalé, mais qui ne veut pas dire inintéressant. Loin de là, à conseiller, à lire donc
cette revue Caviar dans laquelle vous écrivez, vous n'êtes pas le seul, vous êtes en tout une vingtaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve mardi prochain. D'ici là, on rentre au vestiaire récupérer. Allez, ciao, belle soirée. On ne bouge pas.